Donc nous commençons par parler de la macro par notre traditionnel tableau du bord que vous connaissez déjà, et nous allons regarder quels sont les actifs les plus importants pour comprendre l'image macroéconomique de la semaine qui ont bougé le plus. Donc on voit que malgré la hausse très forte de vendredi dernier sur quasiment tous les indices, le mouvement sur la semaine il reste quand même assez modeste. Donc on voit la progression de S&P 500 de 1,5%, moins d'1% sur Nasdaq. On va en parler pourquoi, parce qu'il y a des raisons pourquoi cette décorrélation, mais par contre la vedette de la semaine, c'est le CAC 40. On va peut-être en parler plus en détail aujourd'hui, même avant de parler de l'analyse technique. J'ai déjà essayé d'expliquer ce phénomène sur ma chaîne Telegram que je vous invite à rejoindre, parce que c'est vrai que je publie beaucoup plus d'informations. Si vous voulez rester en contact avec moi toute la semaine, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne Telegram. J'ai déjà expliqué pourquoi il y a un tel comportement du CAC 40 qui est maintenant en train de s'approcher au cours le plus haut historique, donc à des niveaux que nous avons observés avant la guerre en Ukraine. Nous allons regarder l'analyse technique du CAC 40 un petit peu plus tard, mais dans les très grandes lignes, l'indice français il a été principalement porté par les valeurs du luxe. Et les valeurs du luxe ont été très recherchées cette semaine suite à la très forte hausse des marchés chinois. Quel est le rapport? Donc on peut se demander c'est quoi le rapport entre LVMH, Hermès et la Chine. C'est vrai que les entreprises de luxe, ils font une très grosse partie de leur chiffre d'affaires dans les pays émergents et notamment la Chine. Et donc leur performance, en fait, quelque part une discount sur ces valeurs du luxe, était expliquée depuis un certain temps par les tensions entre les États-Unis et la Chine, par cette fameuse guerre commerciale que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises sur la chaîne Mind the Cash. Et depuis la fin de l'année précédente, ce que je n'ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo de la fin d'année 2022, je vous ai parlé que la Chine peut être intéressante pour investir pour cette année. Et du coup, la confirmation de mon idée d'investissement ne s'est pas laissée attendre. Donc, dès le début de l'année, nous avons vu une flambée des actions chinoises. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement un rebond de chat mort, parce que là, vous connaissez que toutes les valeurs chinoises ont été littéralement massacrées, surtout l'année dernière après l'invasion russe de l'Ukraine. Donc, après, il y a tous les débats géopolitiques, on va y toucher très rapidement. Mais dans les grandes lignes, aujourd'hui, il y a eu une certaine amélioration de sentiment économique envers la Chine, notamment après les derniers contacts entre les autorités chinoises et les autorités américaines. Vous pouvez également voir que l'indice de Shanghai, bon, il a monté moins que CAC 40, mais on voit quand même une progression plus forte que des indices américains. Donc vous voyez que malgré les problèmes du Covid, que nous avons tous entendu parler dans les médias, que la moindre amélioration d'un climat géopolitique entre les plus grandes économies mondiales, ça fait en sorte que les actions chinoises flambent, et toutes les actions pratiquement, donc Alibaba, Baidu, Tencent, toutes les valeurs qu'on connaît, se sont envolées littéralement au début de cette année parce qu'elles étaient très sous-valorisées. Donc la valorisation des actions chinoises, elle était vraiment ridicule par rapport à leurs homologues européens et américains. Et donc maintenant, les investisseurs sont en train de se rattraper, et on voit que même après les hausses très fortes à 2 chiffres, on ne voit pas nécessairement une prise de profit. Pour moi, c'est un signal assez fort que c'est le mouvement de fond et pas uniquement le capital spéculatif qui est rentré temporairement sur le marché chinois. Donc moi, je reste toujours pas convaincu, mais je reste toujours sur mon idée que l'investissement dans les valeurs chinoises peut être assez intéressante cette année. Attention, je vous donne tout de suite un grand disclaimer que toutes ces actions-là, elles sont très particulières. Quand vous investissez dans les actions chinoises, nous, en tant qu'occidentaux, nous n'avons pas droit d'investir directement dans le capital des valeurs chinoises. Vous investissez dans les coquilles vides, et que ces coquilles vides, elles repliquent la performance de la société mère. Donc, il se peut que si par exemple la situation politique change, et si jamais il s'engueule complètement entre Xi Jinping et Biden, et les autorités chinoises peuvent décider que voilà, on arrête ce principe-là et on coupe le lien entre cette coquille vide et la société mère. Dans ce cas-là, vous pouvez tout perdre sans que la société mère fasse faillite. Faites beaucoup attention. Googlez ce phénomène purement juridique sur Google pour voir plus d'informations. Je crois qu'il y a assez longtemps que je fais une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je peux répéter un
petit peu peut-être ce sujet-là dans la prochaine vidéo de Café de Dimanche, mais dans tous les cas, grande attention parce qu'il faut investir de manière très prudente sur les valeurs chinoises et je vous conseille, je me permets, en général, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, je préfère de passer par les options call parce que quand vous investissez via les options call, dans ce cas-là, si jamais le pire scénario arrive, vous allez perdre uniquement votre prime. Et donc voilà, donc là, j'ai dévié sur la Chine en parlant de l'indice français parce que justement, l'indice français, le poids des valeurs de luxe, il est très important. Donc du coup, on voit que largement CAC 40 surperforme au début de cette année. Donc ça, c'est très bien pour nous, les investisseurs français, parce qu'il y a aussi un phénomène des ETF, vous savez, d'investissement indiciel. Quand tout l'indice monte, ça fait tirer par les cheveux toutes les autres actions qui n'ont rien à voir avec la Chine. Voilà, ça c'était un petit détour à l'est pour comprendre pourquoi il y a cette surperformance de l'indice français. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant sur ce tableau de bord, c'est la chute des prix du gaz. Donc c'est l'hiver quand vous regardez par la fenêtre, il fait super bon, donc Poutine n'a pas eu de bol encore une fois cette année, et donc les prix du gaz sont en train de s'effondrer. Après, il faut toujours comprendre que les prix du gaz c'est très très volatile, donc aujourd'hui ça s'effondre, demain ça s'envole, donc c'est tout à fait normal sur ces marchés-là, mais dans tous les cas, pour l'instant, on s'approche à mi-janvier bientôt, et l'hiver de loin n'est pas le plus froid que nous avons vécu. Voilà, ensuite, Apple a baissé assez fort sur un mois, vous voyez, donc là on est déjà entre 120 et 130. Moi j'ai pas d'action Apple, donc du coup je la regarde du point de vue macro. Ça peut être assez surprenant de voir cette action dans la liste macroéconomique. Pour moi c'est parce que c'est une valorisation la plus importante au monde et c'est elle qui peut généralement affecter les tendances. Donc aujourd'hui Apple il est descendu assez bas, donc après ceux qui sont intéressés d'y investir, ça peut être une opportunité. Ensuite le 10 ans américain, c'est quelque chose qui est le plus important à suivre. Nous sommes à 3,5, donc là on est descendu encore en chouïa cette semaine. On voit que l'indice, le 10 ans américain représente un avis assez optimiste par rapport à la future politique des taux. Et là, on va faire une petite autre déviation sur un sujet que moi je trouve vraiment majeur. Parce que la Réserve fédérale américaine, cette semaine, il a fait une déclaration inhabituelle. Et d'ailleurs, ce mot inhabituel était employé par tout un tas de médias, y compris Bloomberg, y compris Wall Street Journal, que vous voyez sur votre écran. En fait, ils disent qu'ils ont peur que les marchés interprètent mal la détermination de la Banque centrale américaine de lutter contre l'inflation. Ils peuvent que cet optimisme sur les marchés peut empêcher la lutte contre l'inflation que la Réserve fédérale est en train de mener. Et voilà d'où vient presque le titre de cette vidéo, c'est que pour moi, la Réserve fédérale, à partir de cette année en tout cas, elle devient l'ennemi des marchés. Pendant des années, je pense que la plupart des investisseurs qui regardent la chaîne Mind the Cash, vous avez commencé depuis moins de 10 ans de faire des transactions en bourse. Vous n'avez pas vu peut-être une autre période quand il n'y avait pas des soutiens systématiques de la Réserve fédérale au marché. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde a changé et aujourd'hui c'est la Fed qui va mettre les bâtons dans les roues des marchés, des investisseurs, des spéculateurs pour qu'ils comprennent que non mes amis, on ne va pas vous aider, donc c'est fini. Et encore une fois, comme j'ai publié plusieurs fois je pense cette semaine, que je suis assez surpris de la réaction des marchés, en fait l'absence de la réaction des marchés sur ces paroles, parce que j'ai l'impression que les marchés actuellement ils ne veulent pas croire que la Fed n'est plus dans leur équipe. Voilà, donc ça c'est quand même un changement majeur. C'est un changement majeur qui n'est pas du tout pricé actuellement par les marchés financiers. Les marchés financiers restent dans leur rêve que les taux vont rester relativement bas et c'est pour ça qu'on voit que le 10 ans elle est à 3,5 seulement, tandis que les projections, le dot plot, que je d'ailleurs publie également sur mon Telegram, je fais beaucoup de publications au début de cette année, et ce qui est assez intéressant à observer, je vais vous montrer cette publication. Les membres du board de la Réserve fédérale ne s'attendent à aucune baisse des taux en 2023. Vous vous souvenez, il y a encore quelques semaines, nous avons parlé de ce fameux pivot. Donc, juste pour votre information, que personne parmi les membres de direction de la Réserve fédérale ne s'attendent pas à ce pivot cette année. Après, ensuite, il y en a certains des membres de la Fed qui s'attendent à une certaine baisse très modérée des taux en 2024.
En revanche, pour 2025, c'est clairement l'année du pivot complètement total. Mais encore une fois, ce n'est que les avis des membres du board de la Fed, ce qui est très important pour les marchés, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ils ont tout à fait le droit de changer leur avis si la situation change. Juste pour votre information, comment fonctionne ce dot plot, sur l'axis Y, ils vous montrent le taux attendu, et sur l'axis X, ils vous montrent le ténor, en fait, la période, l'horizon en fait du temps. Et les points que vous voyez sur le graphique, c'est le nombre de membres de la direction de la Réserve fédérale, à quel taux ils s'attendent. En fait, cette graphique, il est construit à partir d'un sondage qui est effectué d'après les directeurs de la Réserve fédérale, et chaque directeur répond à une simple question: à quel taux vous attendez en 2023, 2024, 2025, et ensuite ils construisent ce type de graphique pour vous montrer quel est le consensus au sein de la Fed elle-même, qui c'est elle qui prend en fait cette décision. Et donc on voit qu'il n'y a pas de pivot en 2023, et il y aura même des hausses de taux, encore des hausses de taux, et pour 2024-2025, ça c'est encore, 2025 ça devient loin, parce que ça dépendra aussi de la guerre en Ukraine, ça dépendra de l'inflation, ça dépendra de consommation, du chômage, de tout un tas de critères qu'on ne peut pas savoir à ce stade, mais dans tous les cas, à relativement court terme, à moyen terme, nous pouvons constater qu'on n'a rien à s'attendre de très joli de la Fed en termes de baisse de taux et en termes d'assouplissement de leur politique monétaire. Donc faites attention que les marchés, ils pensent une chose, la Fed, ils pensent complètement autre chose. Et quand il y a cette décorrélation, en général, ça se finit pas très bien. Voilà, ça, quand je dis ça, je dis rien. Et nous continuons. Pour cette semaine, nous notons également la forte baisse du pétrole. Après, encore une fois, c'est relativement volatile, ça reste des commodities. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui sur les prix du pétrole. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je consacre un petit peu plus de temps la semaine prochaine par rapport pour les sujets de prix du pétrole, prix de l'énergie. Et ce qui est aussi important, c'est la baisse du VIX. Mais bon, la baisse du VIX n'est pas très importante pour cette semaine, seulement 2,5%. Le VIX représente l'indice de la peur, l'indice de la volatilité sur les marchés financiers. En termes absolus, nous trouvons sur les niveaux de 21 actuellement, c'est relativement bas par rapport aux historiques que nous avons observés l'année dernière. Donc on est dans la zone de bull market, ce qu'on voit, les marchés ont monté, donc c'est tout à fait logique, tout à fait cohérent par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Et maintenant, nous passons au sujet principal macroéconomique de cette semaine, ce sont les publications macroéconomiques. Cette semaine, malgré que c'était la première semaine de l'année, elle était chargée, très chargée en statistiques économiques et surtout les statistiques américaines par rapport au chômage. Au début de la semaine, nous avons vu les statistiques européennes, notamment les statistiques allemandes, mais à partir de mercredi, on a commencé à avoir du lourd en termes des stats. ISM Manufacturing Index, ça a un impact sur le marché moins important que les autres statistiques de jeudi et vendredi, mais en revanche, elle est sortie très proche aux attentes et légèrement en dessous, donc c'était plutôt positif pour les marchés. Et il faut bien comprendre que les marchés aujourd'hui sont très techniques, ils réagissent et parfois ils surréagissent sur une moindre bonne nouvelle qui va dans le sens de consensus dominant des marchés. Et le consensus dominant aujourd'hui, il est haussier, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, malgré la Fed, malgré l'inflation, malgré tout un tas de choses. Donc les marchés restent dans un esprit très bullish, peut-être c'est lié au repositionnement après l'année très particulière, donc on peut pas le savoir forcément, mais dans tous les cas, le marché aujourd'hui, il aime bien acheter les actions, choper les opportunités. Et les raisons pas, on le verra bientôt, on le verra déjà dans les semaines à venir, mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dans cet esprit très positif, ce qu'on a vu sur d'autres indicateurs, notamment VIX, notamment le 10 ans américain, notamment les indices, comment ils se sont comportés. Et dans tous les cas, les principales statistiques qui ont été publiées, c'était le jeudi et le vendredi, et donc là, nous avons vu les ADP non-farm payrolls qui sont ressortis supérieurs aux attentes, donc du coup, c'était une journée relativement difficile, et Initial Jobless Claims, c'était également supérieur aux en fait pas supérieur, inférieur aux attentes, mais en fait c'est mieux que le marché attendu par rapport au nombre de demandes des indemnités du chômage. Donc ça montre quoi? Ça montre le fait que le marché d'emploi américain est extrêmement puissant, il est extrêmement fort. On peut dire qu'il y a une espèce d'une bulle sur le marché d'emploi. Donc, et je vous rappelle que le chômage, c'est un des critères principaux pour la prise de décision de la Fed. Après, ces statistiques, ces très bonnes statistiques sur le chômage de jeudi ont été
été à nouveau confirmé le vendredi par la publication des non-farm payrolls en décembre et le taux du chômage aux États-Unis. Les deux sont ressortis supérieurs aux attentes, mais par contre, une information supplémentaire qui était communiquée avec ces statistiques qui disait que la hausse des salaires a monté moins que prévu. Donc vous voyez, donc c'est encore une fois, on est dans la deuxième dérivée. Donc cela veut dire que la hausse des salaires continue, mais sauf que cette hausse était moins forte que les marchés s'attendaient. Et donc ça, c'était vraiment en chouïa, pas grand-chose. Et le marché a sélectionné cette actualité qui lui convenait le plus dans son humeur actuelle, dans son humeur très bullish. Et ils ont commencé à monter très très fortement. Et après, à 16 heures, une heure et demie après la publication de non-farm payrolls, il y a ISM non-manufacturing PMI qui était publié, il est ressorti en dessous des attentes, ce qui est assez significativement en dessous pour être honnête, et ça a confirmé la tendance haussière du vendredi, et donc du coup on a fini la semaine en très très forte hausse, comme vous pouvez voir sur votre écran que S&P 500 a fini à 2,2% et Dow Jones a fini à 2% de plus. Donc voilà, vous voyez, les marchés sont émotionnels, donc c'est le début de l'année, donc après peut-être il y a du repositionnement, et ils ignorent la réalité des choses, en tout cas pour moi, ils ignorent. Et même dans les statistiques qui sont censées être négatives pour les marchés, parce qu'avec une statistique comme ça, je ne vois pas pourquoi la Réserve fédérale devrait arrêter la hausse des taux, même au contraire, je pense qu'il dirait, tiens, avec des statistiques aussi fortes en termes d'emploi, je peux aller beaucoup plus loin en termes de resserrement monétaire, et pourtant, les marchés ont détecté une petite bête, ils ont trouvé quelque chose de positif, et ils ont largement joué ce positif. Et d'ailleurs aussi sur Telegram, je publiais une interview, en fait un extrait d'une interview avec un analyste de Morgan Stanley qui au contraire, elle avait un avis contraire à moi, elle disait que le fait que la hausse des salaires est en train de diminuer, ça prouve que la politique de la Réserve fédérale fonctionne. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est deux avis que je contrepose. Mon avis à moi, c'est un avis d'un amateur, si vous voulez, un avis d'un professionnel. Moi je trouve que justement après cette hausse des taux et ce resserrement monétaire sans précédent par la Fed, nous voyons uniquement le changement en termes de deuxième dérivé, si vous voulez, d'évolution de salaire. Donc c'est la hausse des salaires qui diminue son rythme, et même pas de baisse de salaire. On n'observe aucun ralentissement du marché d'emploi aux États-Unis. Pour moi, c'est plutôt la preuve que la politique de la Réserve fédérale ne marche pas. Et c'est pas l'avis, par contre, de l'analyse de Morgan Stanley qui trouve que, au contraire, c'est une preuve d'une efficacité de la politique de la Fed. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que la politique de la Fed n'est pas efficace, parce que la structure de l'inflation que nous vivons aujourd'hui, elle est différente par rapport aux inflations que nous avons vécues auparavant. Parce que le mot inflation, elle est employé un peu partout sans réellement creuser dans le fond du sujet, parce que l'inflation, elle peut être différente. Aujourd'hui, l'inflation, c'est quoi? Les vraies raisons, c'est les prix de l'énergie, dont les guerres en Ukraine, dont d'autres aussi phénomènes, et c'est aussi les pénuries post-Covid, parce qu'on n'est toujours pas sorti, parce que les chaînes d'approvisionnement ont été cassées après le Covid. Il y a la guerre commerciale qui s'est rajoutée entre la Chine et les États-Unis, tout un tas de barrières qui se sont imposées entre les deux pays, le plus grand fabricant et le plus gros consommateur. Donc je pense que sur tous ces phénomènes-là qui créent l'inflation, et pas le phénomène qu'il y a une surchauffe économique. Après, chaque inflation, il avait sa caractéristique, parce qu'il y en a eu plusieurs périodes inflationnistes dans l'histoire économique de 20e et 21e siècle. Bon, 21e siècle, on n'a pas eu beaucoup, mais dans le 20e, on l'a eu beaucoup. Et chaque inflation, elle avait sa particularité. Et donc, du coup, on ne peut pas avoir les mêmes remèdes pour les inflations de différents types. J'aurais même préféré de voir un autre terme, en fait, pour l'inflation de ce type, en inflation d'un autre type, parce que ça dépend vraiment de quelle inflation vous voulez adresser, parce que les instruments que vous allez utiliser ne seront pas les mêmes. Voilà, c'est ça à mon avis. En fait, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez cette inflation, comment vous voyez l'efficacité de la politique de la Réserve fédérale. Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent quand même à prendre le contrôle sur l'inflation ou pas? Moi, pour le moment, ça c'est mon avis. Je veux rien imposer, je veux vraiment avoir votre avis objectif, parce que pour qu'on puisse avoir un débat. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que fait actuellement le régulateur pour lutter contre cette hausse des prix?
En ce qui concerne la semaine prochaine, ça va être encore plus important, mes amis, parce que c'est la semaine prochaine quand il y aura déjà un discours de Jerome Powell, ce qui va énormément avoir beaucoup d'impact sur les marchés, mais surtout le jeudi, la publication des CPI. Les CPI, c'est l'indice le plus important pour les bourses actuellement, et donc n'oubliez pas de suivre mon site mindthecash.fr, mes publications journalières, donc c'est totalement gratuit, vous pouvez créer un compte, et ou bien s'abonner à ma chaîne Telegram où je fais les publications très régulières pour vous donner des mises à jour par rapport à les différentes publications, en rajoutant mon analyse, l'analyse des autres personnes pour avoir vraiment une image économique complète de la situation. Voilà, donc la semaine prochaine, surtout le jeudi, va être vraiment déterminant et je pense qu'à partir de jeudi prochain, nous allons pouvoir faire des conclusions majeures. Je n'ai pas d'avis, je ne sais pas à quoi s'attendre en termes de CPI. CPI, c'est en gros, c'est l'inflation, c'est l'indice que les marchés regardent le plus dans la situation actuelle, c'est la publication la plus importante du mois, sans aucun doute, et nous allons pouvoir se projeter jusqu'à la fin du mois pour début de mois de février. Voilà, et pour finir ce bloc macroéconomique, il y a eu quand même des nouvelles également sur le front de l'Ukraine et la Russie. Mon avis, il est quand même assez alarmiste à nouveau parce que je vous explique très rapidement ce que actuellement Vladimir Poutine doit agir vite parce que bon, vu qu'il est obsédé par l'Ukraine, donc il veut absolument pas reconnaître sa défaite, il devra agir avant que les nouvelles armes seront livrées. Et cette semaine, il y a eu une information comme quoi maintenant et la France et les États-Unis vont livrer des armes, mais c'est pas les mêmes types d'armes. Bon, en ce qui concerne la France, ils vont livrer les chars, en fait les chars légers qui AMX-10 RC, donc moi après je ne suis pas expert militaire, je me suis renseigné, ce sont les chars des années 1970, donc c'est même très vieux. Je pense que ces chars vont être remplacés par des modèles plus modernes. Je vous rappelle que le fabricant principal et un des sous-traitants principaux de Pentagone et aussi des pays de l'OTAN, c'est General Dynamics, parce que eux, leur spécialisation, c'est les chars. Donc si la France ou les autres pays européens donnent leurs chars à l'Ukraine, qui sont plus vieux, ils vont être remplacés, parce qu'évidemment, chaque pays, il va, par rapport à son budget militaire, il va garder un certain équilibre. Donc s'il y a des unités qui partent, d'autres qui vont venir de nouveau. Donc cela veut dire, je pense que les General Dynamics, ça va être une action qui est bien évidemment cotée en bourse, vous pouvez la regarder, et c'est elle qui va remplacer très probablement les chars européens ou bien les chars américains. Donc c'est un secteur toujours à regarder dans le contexte actuel où le réarmement des pays d'OTAN et éventuellement des nouveaux entrants dans l'OTAN, comme Finlande, Suède et probablement l'Ukraine d'ici peu. Donc ils auront besoin d'armements supplémentaires. Donc franchement, le secteur de la défense, après chacun décide en termes d'éthique s'il veut les investir ou pas, ça peut être un investissement extrêmement porteur pour les années à venir. Donc voilà. Et le deuxième point, que les États-Unis vont livrer les systèmes anti-missiles, s'appelle Patriot, et donc ça permettra à l'Ukraine de se défendre contre les attaques russes de l'air par les missiles, et ce système sera très efficace. Normalement, il devrait résoudre le problème des bombardements systématiques des villes par l'armée de Vladimir Poutine, et pour que Poutine ait une dernière chance de faire quelque chose dans ce conflit, il devra agir très vite. Donc du coup, ma pronostic est assez simple. Dans le premier trimestre 2023, nous devons s'attendre légitimement à une escalade extrêmement importante dans ce conflit, le temps que ces armes ne sont pas encore livrées, surtout les systèmes antimissiles. Et donc Vladimir Poutine, il aura littéralement quelques semaines où il aura une dernière chance pour agir. Donc éventuellement, il va lancer une nouvelle mobilisation dans le pays, ce qui n'est pas exclu, mais dans tous les cas, c'est sa dernière chance, et pour remporter quelque chose dans ce conflit, quelque chose qu'il pourra par la suite vendre dans la population, dans la propagande, comme une victoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller. Pourquoi on en parle dans le contexte boursier? Tout simplement parce que s'il y aura une escalade, dans ce cas-là, il y aura des nouvelles sanctions, donc forcément il y aura davantage de la pression sur les prix de l'énergie, même si je pense que la pression sera moins importante que
pour l'année dernière, parce que bon, l'année dernière c'était une surprise, aujourd'hui ça ne sera plus une surprise, on sait comment y agir, et la dépendance du gaz et du pétrole russe elle est nettement inférieure. Très probablement le plafond du prix de pétrole russe qui est actuellement situé à $60 va être revu à la baisse, pourquoi pas, donc tout est possible, probablement d'autres pays qui vont se fermer pour le pétrole russe, parce qu'il y a certains pays qui continuent à faire des affaires avec Vladimir Poutine. Voilà, donc ça c'est à surveiller, parce que moi je pense que dans le premier trimestre 2023, on peut s'attendre à l'escalade dans ce conflit. Voilà mes amis, donc c'est tout pour le bloc macroéconomique, et maintenant nous allons passer au bloc de l'analyse technique. C'est parti!